La Belle et la Bête de l'Apocalypse 2. C'est la suite de la première partie de cette vidéo que nous vous proposons, puisque la première devenant un petit peu trop longue et difficile à digérer ou à ingérer avec les informations que nous avons communiquées sur les familles de résolution 2 et 3, il nous manquait à explorer le projet des familles 4 et 5 sur ce pentagone des typologies. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est grâce au fait que nous ayons été très longs la première partie de la vidéo que nous sommes obligés de faire une seconde partie et que nous allons livrer à travers une incitation au raisonnement et cette affiche numéro 2 une presque résolution justement de l'énigme posée dans la première affichette. Tu te souviens que nous avions parlé de cette fameuse comète ou cette queue de comète et ce chat Basse-Tête qui regarde arriver Apophis. Et là nous avions laissé à la réflexion, à la méditation, cette parabole de cette histoire dans l'Égypte qui nous propose une compréhension de chaque nuit et de chaque jour qui s'enchaîne, du cycle des jours et des nuits qui révèlent des cycles plus longs avec la même philosophie à en tirer, la même sagesse de raisonnement, comprendre qu'est-ce qui démarre et qu'est-ce qui s'arrête. Et la fameuse analyse et surtout introspection qui a à voir à comprendre quel est ce serpent. Le fameux Apophis, c'est ça, voilà. On répète, qui, on le reprend dans la fichette, on en parlera évidemment à la fin de cette vidéo pour se quitter, nous permet de réaliser intellectuellement, dans le réel de l'univers relatif, qu'est-ce que l'absolu a voulu manifester, ne serait-ce qu'à travers ce qu'est un chat, c'est-à-dire sa partie avant, sa partie arrière, on n'en dit pas plus, on développera tout ça pour se quitter en fin de vidéo. Revenons, si vous le voulez bien, au sujet qui nous accaparait sur la première partie de la vidéo, avec nos 5 typologies, et là cette fois-ci, ça nous a laissé le temps de mieux formaliser dans ces 5 familles quels sont les différents projets. On va faire un petit tour d'horizon rapide sur les différents projets de résolution. Le premier qui correspond à celui de rejoindre l'absolu, on l'a déjà dit, on le laisse de côté, on développera ça un petit peu plus tard dans les vidéos. Nous nous concentrons cette fois-ci sur les 4 autres grandes familles, et là nous allons nous apercevoir, si vous ne l'avez pas déjà constaté, qu'il y a une cohérence à comprendre, tout comme dans les vidéos qu'on avait exposées sur le cerveau droit, cerveau gauche, le subtil et le bassement terrestre, donc la matière et l'antimatière, la physique, la métaphysique, etc. Dans ce pentagone des résolutions, ou de la résolution, puisque chacun a la sienne, on peut le mettre aussi au singulier, c'est très singulier à la personne, on peut diviser en 4 parties qui font partie elles-mêmes de 2 familles. Nous avons, dans les familles 2 et 3 que nous avons vues dans la dernière vidéo, une résolution qui est de réflexion matérielle localisée sur cette planète, c'est-à-dire trouver une solution avec ce qui se passe dans nos cultures ou dans notre matière terrestre. C'est bien toute la partie de droite, la famille 2 du Sauveur divin ou 3 de la résolution technologique, et on pourrait donc bien les réunir dans une famille générale qui serait celle de la résolution terrestre. C'était déjà compliqué quand même la dernière fois de faire le tour. Oui, c'était long. C'était pas compliqué, long. Mais il y avait des choses à dire. Donc, autant dire que cette fois, là on va atteindre des sommets dans la complexité et on va essayer quand même de faire ça très court. Du coup, vous excuserez si quelquefois il y a des imprécisions, puisque par le raccourci, souvent, on peut avoir de l'incompréhension qui aboutit à des confusions possibles. La deuxième partie donc, que nous allons explorer aujourd'hui, c'est cette famille qu'on pourrait qualifier de famille de résolution extraterrestre, c'est-à-dire ce sont des familles qui réfléchissent à des solutions de résolution par rapport à l'Apocalypse, c'est révélation qu'on doit se faire, sur un sauveur extraterrestre ou être soi-même un co-créateur dans le relatif. La difficulté pour nous cette fois, ce sera de faire la démonstration de ce que nous allons dire, puisque ce ne sont pas des familles comme les 2 premières qui s'affichent avec des projets qui sont gravés, comme on dit, dans le marbre pour certains. Les religions, par exemple, monothéistes, on en a parlé la dernière fois, le projet, lui, il est très ancien, donc la preuve, elle y est. Oui. Soit la Bible. C'est surtout qu'elle est connue du plus grand nombre. Oui, la grande majorité attend, soit de par la spiritualité, enfin plutôt la religion, un sauveur divin, ou de par la solution matérielle tout à fait pragmatique de l'évolution technologique.
Et on l'a vu d'ailleurs, je le dis au passage, sur le graphique du baromètre de ces différentes typologies, la famille 3, par la résolution technologique, regrimpe énormément. Alors, est-ce que c'est un effet du virus avec lequel les gens attendent une solution, par exemple par rapport au vaccin? C'est une possibilité. Et il y a eu beaucoup de peur autour de ça, donc il y a beaucoup d'attentes, fatalement. Il y a beaucoup d'attentes. Alors, pour essayer de faire très rapide quand même, et compléter aussi peut-être ce que nous avions oublié la première fois sur les familles 2 et 3, il faut bien préciser que sur la famille 2 se greffe aussi un égrégore qui existe, c'est celui du retour du grand monarque. Ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué notamment dans les centuries de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, et qui nous prévoyait pour la fin des temps, pour la résolution de fin des temps, le retour inattendu d'une autorité qui s'impose dans ce chaos et faisant partie d'une lignée de ces rois de France qui se sont succédés, qui ne font alors pas du tout partie tous de la même, on va dire, gnose. Ils n'étaient pas tous affiliés à la même connaissance. Et l'égrégore qui a toujours existé, par exemple sur les monarchistes qui souhaiteraient un retour d'un roi en France, en cette période de chaos, se sont plus ou moins manifestés, puisqu'il y avait la famille d'Orléans et les Bourbons qui se disputent encore ce titre-là. Or, il ne faut pas quand même oublier quelque chose de très important, c'est que s'il y avait un retour d'une personne pour les affaires à régler, on va dire, sur la partie du chaos, et sur l'Apocalypse, c'est-à-dire certaines révélations, ce serait bien la partie intéressante, c'est celle de donner de l'information dans des révélations. Et les deux familles qui se disputent, entre guillemets, entre parenthèses, le retour à la couronne, que ce soit Bourbon donc, ou d'Orléans, n'ont peut-être pas forcément, en tous les cas ils ne nous les ont pas communiquées officiellement, des informations apocalyptiques. Alors que si on s'intéresse à une famille de vieille cape, comme il est dit d'ailleurs dans certaines autres prophéties, il n'y a pas que Nostradamus, on pourrait plutôt se pencher vers les Mérovingiens. Et là, on ne va pas forcément donner nos sources, mais il paraît quand même intéressant de dire qu'il y a une possibilité, là on est très pragmatique, on n'est pas du tout dans les affaires de prédiction ou de tirage au sort ou de lire dans le marc de café, c'est pas du tout intuitif, là c'est vraiment le résultat plutôt de surveillance, comme nous l'avons expliqué par rapport à différents courants, et il existe bien une connexion avec l'État français de quelque chose de très officiel, sur de l'archéologie on va dire, sur de l'histoire même religieuse qui se serait déroulée en France, avec possible ou pas, en tous les cas, des éléments qui permettraient de réécrire l'histoire totalement sur ce qui s'est passé par rapport au monothéisme version Nouveau Testament, c'est-à-dire l'histoire de Jésus. Alors, si cette famille, donc descendante des Mérovingiens, avait l'occasion de pouvoir nous révéler, ça une fois de plus, ça rentre dans le cadre de l'Apocalypse, pouvait nous révéler des informations et même des preuves, avec des artefacts, avec des éléments physiques indiscutables par rapport à l'ADN par exemple, etc. Et qui viennent nous obliger historiquement sur cette planète à remettre en question les versions officielles de ce qui s'est passé dans le catholicisme ou le christianisme, ce serait une apocalypse. Enfin, ce serait un élément intéressant de révélation. Faut l'espérer. Ça permettrait en tous les cas peut-être de recomprendre, ou de comprendre enfin qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes manipulations par exemple. Oui, et puis de pouvoir connaître quels ont été les mensonges et pourquoi. Quel était l'enjeu? Je pense qu'on est concerné par l'enjeu. Oui, on en voit les résultats peut-être pas au niveau religieux, mais au niveau économique, au niveau sociétal, mais c'est bien lié au départ à un projet religieux, oui, tout à fait. Donc on comprendrait un peu mieux pourquoi peut-être il s'est passé certaines choses. Voilà. Donc c'est une piste à garder de côté. Pour l'instant, l'entretien, il faut bien le dire, aucun égrégore. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que pas forcément intéressant, parce que c'est pas les gros égrégores qui sont en train de réussir dans la matrice, on le voit bien. On en a parlé la dernière fois, que ce soit le Gog et Magog, les résolutions qui ont été écrites par certains à un moment de l'histoire, ils ont essayé de les mettre en place, mais elles n'arrivent pas. Pourtant, ils essayent encore à ce que ce scénario soit écrit dans la réalité, mais comme ils n'arrivent pas, on se dit bien que ce fameux déterminisme dont on parlait la dernière fois, à travers l'obligation du zodiaque qui transforme les gens de leur intérieur, fait que quand on bascule sur l'autre logiciel, certaines actions ne sont plus possibles.
J'ouvre et je referme vite fait une parenthèse aussi sur le fait que cette résolution était quand même, je disais qu'il n'y a pas d'égrégore, mais en fait si quand même, il faut bien être analytique jusqu'au bout de cette affaire-là, des Mérovingiens avec ces révélations qui pourraient avoir lieu. C'était quand même assez entretenu, ne serait-ce que par un président comme François Mitterrand, puisque cette histoire est reliée à Rennes-le-Château. Après, le problème, c'est que ça a été récupéré par le New Age. C'est-à-dire qu'on avait bien laissé un mystère planer autour de Rennes-le-Château, le Bugarage, en imprimant à travers des sociétés initiées, Jules Verne, etc. On laissait quand même des traces pour se raccrocher historiquement à dire dans la matrice qu'il y a une information qui traîne tout le temps, que quelque chose s'est passé là-bas d'important, mais on ne sait pas quoi. Et au final, ça a été récupéré par les New Age, qu'on dit juste qu'il y avait une base extraterrestre. Oui, il y a eu quand même plus que ça, puisque Hitler s'en est préoccupé de ces lieux. Le Mossad aussi, d'ailleurs. Voilà, et aujourd'hui encore, c'est très surveillé par l'armée, donc on peut quand même se demander pourquoi... Qu'est-ce qu'on protège ou qu'est-ce qu'on garde, voilà. C'est un endroit qui fait fabuler parce que visiblement il y a quelque chose à protéger au minimum. Et par l'égrégore, si c'est peut-être récupéré par le New Age qui attend par exemple des soucoupes volantes, en tous les cas, le fait même que le nom existe et que cet endroit soit plus ou moins sacré par rapport à de l'ésotérisme, etc., tout ce qui s'y rattache, comme folklore du paranormal, ça a quand même l'intérêt de rester vivant, en tous les cas. Et si on s'en tient au fait, ce qu'a trouvé l'abbé Saunière et qui l'aurait fait devenir si riche, c'était bien un des piliers mérovingiens. Ça, c'est un fait rapporté. Avec des pièces soi-disant historiques très importantes. Voilà. Qui devaient coûter assez cher, fatalement. En tout cas, suite à cette découverte, il a eu des moyens matériels beaucoup plus importants qu'auparavant, oui. Et il s'était vertué d'ailleurs à laisser les messages avec une tour à côté d'un trou, la tour Magdala. Et si vous allez visiter, vous verrez, il y a un trou juste à côté. Enfin bon, toujours les mêmes principes, ceux que nous avons évoqués dans une des vidéos la plus importante que nous avons laissée, c'est-à-dire quel serait le symbole universel absolu. Très peu de vision, de vue sur cette vidéo. C'est bien dommage, c'est celle qui est vraiment la synthèse de tout et de cette logique à comprendre. C'est pas le moment, donc c'est pas grave, ça servira ou pas plus tard. Juste pour compléter toujours avec ces familles 2 et 3 avant de passer à l'idéologie des résolutions 4 et 5, à savoir aussi que on peut relier le logiciel de la problématique énergétique dont on a beaucoup parlé, puisque c'est la transition que nous avions présentée en compréhension sur les premières vidéos de l'année lors du confinement, avec cette obligation, semble-t-il, de passer de l'énergie fossile à l'énergie solaire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il en manque ou est-ce que c'est parce que le nouvel équilibre géopolitique s'organise d'une façon différente? Les faits sont bien avérés. L'effondrement de l'extraction des produits fossiles se présente à un horizon très proche et l'obligation à passer à une énergie propre différente, impérieuse. Et vous comprendrez que la liaison peut être faite aussi avec la religion, dans le sens où les 3 résolutions qui se rejoignent, mais qui n'avaient pas le même sauveur. Le Messie n'est pas forcément le Messia, etc. On n'attend pas la même chose de chaque côté, mais le scénario est bel et bien le même. Et là, on s'aperçoit que c'est pas forcément ce qui va se passer dans la matrice, puisque ces enjeux forcés de par l'équilibre géopolitique et économique mondial de la ressource pétrolière, a déterminé de nouvelles alliances, que ce soit avec, là on va parler côté religieux, que ce soit avec Amalek, Édom, Ismaël ou justement Israël. Ce qui avait été prévu comme support religieux et qui devait se formaliser dans le scénario de l'action révélé sur ce chaos de la fin des temps, on l'a déjà dit la dernière fois, est en train de s'écarter, mais ça peut se réactiver, c'est certain. Ah oui, ça va pas laisser tomber comme ça quand même. Voilà, ce sont des égrégores quand même très très puissants. Mais le déterminisme fait que ça baisse en réalité de fait. Oui, mais ça fait des millénaires que des personnes se battent pour en arriver à ce moment-là. Ah oui, c'est le plus vieux projet. Ouais. On va pas se dire que maintenant on va laisser tomber parce que ça se présente pas bien. Non, j'y crois pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une seule inconnue dans cette distribution des rôles pour ce chaos, c'est la Chine, puisque que ce soit Amalek, l'Iran, Édom, Rome, donc le catholicisme, Ismaël, donc les musulmans, et la religion juive, les rapports de force qui au final tendaient sur la même résolution finale, le retour d'un Messie pour remettre de l'ordre dans tout ça,
ne tient pas compte d'un équilibre qui, lui, est bien réel, c'est celui de la Chine dans tout ça. Qui, par exemple, à un moment, on peut faire pencher la balance en ayant des accords avec Amalek, donc avec l'Iran. Vous voyez, donc ça, c'est un peu l'équation avec la dernière inconnue, c'est la Chine, qui elle-même, si on parle de religion, est issue d'une branche spirituelle tout à fait différente, faut bien le dire, qui est celle de la suite, si vous comprenez bien les projections que nous avons déjà plus ou moins exposées dans d'autres vidéos. Normalement, Afrique, Occident, Asie maintenant. Voilà. Et du coup, on revient à parler du bouddhisme. Ce qui est en train, au niveau de la spiritualité terrestre, de gagner beaucoup de conscience, c'est cette espèce de détachement d'un logiciel déiste et cette recherche de l'introspection et donc de la spiritualité intérieure, donc à travers le Bouddha. Hein. Oui. C'est pour ça que peut-être c'est ce qui est en train de faire l'équilibre et qui fait que le scénario qui était prévu dans le Gog et Magog, petit à petit, est en train de se tarir. Et puis économiquement, si on regardait réellement les puissances économiques en jeu, la Chine elle a un poids prégnant. Et militaire même. Voilà, c'est pour vexer personne qu'on dit encore que les États-Unis sont la première puissance économique, mais si on tenait compte des économies réelles et militaires aussi. Bien sûr. Puisque maintenant la Chine va dans l'espace, c'est sûr qu'elle doit influer et elle n'était pas prévue dans le scénario. C'est aussi pour ça que la dernière fois nous avons beaucoup, et l'avant-dernière aussi, nous avons beaucoup parlé d'automobile. C'est que quand on veut surveiller de la stratégie à long terme, il y a bien une chose qui ne trompe pas, c'est la technologie déployée par rapport à l'armée et les automobiles. On ne crée pas une nouvelle chaîne de production automobile dans la semaine. Ce sont à chaque fois des projets sur du long terme. Donc c'est toujours très intéressant de savoir qu'est-ce qui a été en amont préparé et qui colle en général donc à la géostratégie du globe entier. Et là, une fois de plus, on s'apercevait bien que les Chinois ont un rôle important dans la voiture électrique qui va s'imposer dans les années à venir. Et pour finir ce petit résumé, ce petit complément sur les familles de résolution 2 et 3, sachez que sur la famille 3, donc résolution technologique, on peut aussi rajouter quelque chose qui se dessine avec force et qui devient assez évident. C'est une famille, alors on ne cite jamais les noms, vous l'avez compris, puisqu'on n'est pas du tout sur le fait de stigmatiser des personnes qui jouent leur rôle d'acteur dans ce scénario, mais on est bien dans l'analyse du positionnement idéologique que chaque famille peut adopter, comme on l'a toujours dit. Ici, c'est le théâtre d'expression de toutes ces folies humaines. Donc du coup, on ne citera pas les noms, mais vous comprendrez sûrement de qui il s'agit. Ce fameux groupe très médiatisé actuellement qui rassemble philosophes, scientifiques, de la New Beat Generation, non pardon, je rigole avec ça, mais c'est un peu ça. La Startup Nation, on peut dire, parlons anglais, de cette espèce d'équipe improbable qui est faussement dissidente puisqu'elle passe à la télé en permanence. Et parce qu'on sent qu'elle a aussi, à travers le temps de libre et d'expression qu'elle peut employer sur les réseaux sociaux, on peut imaginer que derrière, il y a des moyens alloués à la communication. Donc ça veut dire qu'il y a bien des moyens aussi financiers qui se greffent à tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette résolution par la technologie? C'est qu'on est en train de faire un espèce de consensus, on en parlait la dernière fois, on voit des familles qui fusionnent, on va retrouver par exemple un ancien politicien de droite, très souverainiste, avec un philosophe dit de gauche, souverainiste également, la Startup Nation qui vous apporte aussi les éléments de la technologie du futur, avec des concepts qui tiennent compte du respect de l'écologie, cette concrétion d'éléments très dynamiques pour justement la résolution technologique, puisque si vous allez au fond, n'espérez pas quelque chose de transcendant avec cette équipe du côté de la résolution métaphysique. C'est bien de la résolution physique, puisque nous avons un spécialiste des nouvelles technologies, bien terrestres, et un philosophe qui, j'aurais écouté encore une de ses interventions cette semaine, qui exprime bien à la journaliste qui l'interviewait, que lui n'est surtout pas à la recherche de l'absolu. C'est bien qu'il est relatif à 100%. C'est pas de la transcendance qui va ressortir de ce groupe-là. C'est bien de la gestion terrestre dans la physique technologique. Alors tout ça, c'est pas forcément négatif, bien sûr, puisque vous le comprenez, tout ce qui doit se dérouler, même selon les règles de l'âge d'or, de ce fameux déterminisme qui s'impose à un moment pour calmer les choses, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cycle total, il faudra bien que ça passe aussi par
de l'action physique ou technologique pacifiée. Pour reformuler la chose, je dirais que c'est pas négatif qu'on ait un groupe éclectique aussi différent pour s'occuper de rectifier de la technologie qui était employée jusque-là avec des grosses problématiques, c'est-à-dire, on l'a déjà vu, énergétique, polluante, géopolitique, etc. La matrice qui doit poursuivre à être dans le relatif, qui n'est pas du tout dans la métaphysique, ici qui ne passera pas dans la métaphysique, doit pérenniser sa survie avec de la technologie respectable. Après, la question, c'est quand même de savoir pour qui ça roule. Est-ce que c'est pour faire du collectif, du public, ou est-ce que c'est pour imposer le fameux logiciel dont on a souvent parlé, la grosse attention, qui, justement, puisque le déterminisme ne peut pas le permettre, au final, ne doit pas y arriver. C'est-à-dire l'incrustation de tous ces logiciels de Bill Porte-Fenêtre et de tous les GAFAM qui sont pour l'instant la féodalité ultime et mondiale. À moins que ce soit la prochaine expérience de cette planète-là. Tout à fait, on ne sait pas possible trop. Aussi. C'est possible aussi. Qu'une fois qu'un âge d'or, justement, porté par ces révolutions technologiques et une vie plus propre et donc plus durable, puisque ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que on nous parle que d'extinction. Telle espèce, en 2050, il n'y en aura plus, du pétrole, il n'y en aura plus, et que cette révolution technologique, elle puisse porter la levée, un peu un soulagement au niveau de la pérennité des ressources planétaires. Et puis qu'elle révèle quelques décennies plus tard le prix en particulier sur les libertés personnelles. Oui, on peut bien imaginer ça, puisque la prochaine thématique du scénario suivant. Puisque la royauté et les républiques nous ont amené collectif, la patrie, les nations, tout ça est quand même plus flou, plus confus aujourd'hui. Mais on voit que l'ancienne aventure que nous achevons, elle était vraiment basée sur ce qui s'est passé au niveau religieux, c'est-à-dire le transcendant, le spirituel, même s'il est souvent déviant. Que là, on voit bien qu'on partirait sur un autre scénario où on est sur la résolution à travers le matériel, c'est-à-dire la technologie, etc. Et comme tu dis, il pourrait y avoir une ère et un âge d'or où les gens se sentent individuels, respectés dans leur libre arbitre, avec une vie privée, etc., qui passe par cette technologie sans s'apercevoir qu'au moment où ça va se dégrader, elle va prendre le pas dessus, il va falloir qu'il se libère de ça cette fois. Oui, ça peut être un monde tout à fait imaginable où la transcendance, elle est virtuelle. C'est un peu comme dans Ready Player One, tu peux tout faire, mais dans l'oasis, quoi. Voilà. Dans l'oasis, tu peux, ta seule limite, c'est ton imaginaire. Je pense que ce film représente bien ce qui peut se passer. Ça peut être le cycle d'après. On en aura plus d'indications dans les mois à venir, puisque tout ça, ça va aller très, très vite dans les années qui viennent, sur la précision de ce que ça va prendre comme tournure. Donc, ce groupe-là qui est en train de prendre en charge le nouveau logiciel, soit il va se détacher de cette entité féodale qui nous vient donc des GAFAM, soit il va y coller direct, et là, ce sera vraiment le scénario souhaité. De toute façon, le libre arbitre de la totalité est respecté dans cette affaire. Bon, là, on voit aussi, on va d'ailleurs faire la transition grâce à ce sujet, avec la famille des résolutions terrestres et la famille des résolutions extraterrestres. Ce qui les relie bien, c'est le programme spatial. C'est-à-dire qu'on retrouve du besoin de résolution technologique, que ce soit à la famille 3, qui va résoudre par la physique terrestre, avec ses fusées qui font beaucoup de bruit et qui polluent beaucoup, ou nos sauveurs extraterrestres, qui eux utilisent une autre technologie quand même. C'est pas pareil, ça fait pas de bruit, ça pollue pas. Mais on voit bien en tous les cas que c'est la résolution par le matérialisme. Et là, pour faire le pont entre les deux, donc pour passer de la famille 3 à la famille 4, on voit bien que la famille 3 s'évertue au maximum. Alors regardez-le s'il vous plaît. Franchement, ça sert à rien des fois qu'on le dise comme ça, puisque si vous ne le regardez pas, vous n'allez pas l'admettre. Il faut imaginer qu'avec toutes les chaînes d'ailleurs qui existent sur YouTube, qui rendent compte toutes les semaines, je précise bien toutes les semaines, du calendrier de ce qu'on envoie dans l'espace, pour vous dire, une seule chaîne n'est pas suffisante. Il y en a plusieurs. On envoie en permanence tous les jours de l'ingénierie, alors que ce soit de surveillance, que ce soit d'armement, donc stratégique, que ce soit de technologie en liaison avec la communication terrestre, etc. Ça n'arrête pas. On n'a jamais vu autant d'occupation de l'espace pour la stratégie du futur. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose en ce moment. Il y a du budget. C'est vrai, il faut le rappeler au passage. Si on fait le calcul du nombre de milliards employés en ce moment, on arrête mais largement la famine ou même la pauvreté chez tout le monde. Mais c'est surtout que ça nous montre que tout ce qui est argent au sens matériel de la chose est devenu complètement virtuel.
Il y a de l'argent pour certains projets et pour d'autres non. Hein, voilà. On peut faire pleuvoir les milliards où on veut. Comme on veut, ouais. Voilà. Alors, la dernière fois, nous vous avions promis que nous rentrerions dans les détails de ce concept assez rocambolesque, burlesque quelquefois même, de comprendre pourquoi il y aurait des extraterrestres, que ce soit dans la matrice ou même du côté de l'architecture des consciences côté absolu. Alors on va rentrer dans les détails, mais juste avant, on fait un petit rappel archétypal des 4 familles et de ce qu'elles ont dans leur conscience par rapport au projet auquel elles se rattachent pour se sauver. Dans la famille de l'archétype de résolution de la famille 2, nous avons le Dieu céleste, que dans certaines religions on n'a pas le droit de représenter d'ailleurs, mais comme toutes l'ont plus ou moins fait, là on a fait un mixage qui, sans offenser personne, reprend juste l'idée de ce qu'est la reliance avec ce qu'on peut appeler, quand on est du côté de l'absolu, la conscience primordiale, la première conscience qui elle-même s'est divisée en plusieurs consciences. Alors, reste-t-elle dans un état de conscience total après la division? Ça c'est une question, et elle est fondamentale, et on vous la laisse à introspecter. Dans la famille 2, vous l'aurez compris, l'archétype de résolution... Pourquoi il a le M, hein? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi il a un M? Effectivement, c'est bien parce que pour respecter... C'est Sa Majesté. C'est Sa Majesté, ouais. C'est le meilleur. Il est majeur. On se moque pas. Il est mignon. Et fatalement, c'est moi-je. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour faire comprendre que c'est pour respecter l'archétype que chaque religion s'est donnée. Et ils n'ont pas tous les mêmes. Mais fatalement, ça rejoint un concept qui, en haut de la pyramide de l'idée conceptuelle primordiale, est identique. Donc fatalement, on en arrive à cette idéologie qui n'est pas forcément d'ailleurs une utopie. C'est pour ça que, pour préciser quelque part le projet de chaque religion, on ne va pas le faire, puisque demander à un musulman, à un catholique ou à un hébraïque quelles sont les idées de son idéologie d'arriver à ce qu'on pourrait appeler le paradis, mais vous allez voir, vous aurez 50 000 versions. Des considérations de problématiques corporelles ou idéologiques par les rapports sociaux, etc. Il y a des idées très très différentes, on est bien d'accord. Donc nous laissons à chacun cette idéologie, d'ailleurs qu'il est nécessaire de creuser. Hein. Comment vous imaginez votre projection dans un paradis absolu? Ah oui, parce qu'on part pour l'éternité. Hein. Soit on croit en rien, soit alors il vaut mieux... Faut pas se planter, hein. Bah, il faut s'occuper correct, quoi. Voilà, donc, mais là au moins il y a une transcendance vers quelque chose de métaphysique, hein, dans ce logiciel-là. Famille numéro 3. Là par contre, c'est vraiment que de la physique. C'est-à-dire, la métaphysique n'existe pas, Dieu n'existe pas. On a du mal à expliquer. S'il existe, il sert pas à grand chose. Voilà aussi. Ou à foutre le bordel pour eux, puisqu'ils voient bien que ça fait des guerres, etc. Que c'est pas là qu'on va résoudre. Donc ils n'ont pas tout à fait tort non plus pour notre pauvre logiciel matriciel terrestre. Et c'est évident, surtout à l'époque du chaos. Eux ne voient le salut et la résolution que par le fait de maîtriser la matière. Et au final, évidemment, ils aimeraient bien aussi même maîtriser leur corps pour qu'il n'y ait plus de souffrance avec une technologie très poussée que nous n'avons pas du tout actuellement. D'ailleurs, on vous demande encore d'envoyer beaucoup d'argent auprès d'instituts divers et variés concernant de la recherche, mais ce serait très intéressant de le faire, justement, le calcul de l'argent. On parlait des fusées tout à l'heure, avec l'argent qui est injecté dans les fusées. Quand on imagine la somme qui aurait été... Des dizaines d'années d'appels de fonds... à travers le monde même. Et ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ces appels de fonds. Et qu'est-ce qu'on a en évolution? On perd toujours nos dents, on souffre toujours des mêmes choses, le cancer ça existe encore, enfin, il n'y a pas de miracle. Hein. Alors d'un côté il n'y a pas de miracle, et puis surtout de notre côté on nous vend, certains font des milliards de bénéfices sur la vente de choses qui ne sont pas saines pour nous-mêmes. Donc d'un côté... Bien sûr, ça c'est la conspiration de dire des trucs comme ça. Ah ben non, c'est prouvé. C'est une analyse biologique des produits industriels, de l'eau, voilà, c'est de la biologie. C'est une analyse même commerciale, on le vérifie. Tout à fait. D'un côté on autorise la publicité, la vente de choses qui, on le sait, nous rendent malades, et de l'autre, une fois qu'on nous a mis en perspective qu'on allait être malade, on agit sur le bouton peur pour nous faire donner des l'antidote. Ouais, il faut se poser un peu des questions des fois. Il serait temps, hein. Parce que là c'est vrai que ça risque d'être assez urgent, puisque le positionnement intellectuel à ce sujet est imminent, donc faut le faire. Il va falloir choisir. Il faut être vraiment très efficace dans son mode de raisonnement, parce que à un moment ça va être un peu rapide. D'ailleurs on s'en rend compte quand on a choisi, parce que parfois on se demande qu'est-ce qu'on peut acheter, tellement ça devient compliqué. C'est dire à quel point c'est puissant quand même. Vaut mieux avoir son potager. Comme démarche, voilà. Vous l'aurez compris, dans ces deux familles,
nous sommes liés à un logiciel qui nous restreint, on va dire, une conscience qui se rattache à la culture ancestrale, à la Terre, et qui ne dépasse pas les frontières spatiales. Bien qu'ils essayent sur la famille numéro 3, on l'a vu, ils font des fusées. On imagine ça va pas aller loin avec ça, mais bon, c'est pas grave, ils ont la volonté de faire quelque chose, même si on s'apercevra que c'est pas dénué de tout sens. Eux savent bien pourquoi ils le font, et ça n'a rien à voir avec de l'exploration sur de la recherche fondamentale, physique ou astrologique ou astronomique, surtout pas astrologique d'ailleurs. Alors nous allons poursuivre avec une famille qui se déplace, elle, avec efficacité déjà depuis longtemps dans l'univers. C'est bien la famille numéro 4, une famille qui, elle, fait appel à quelque chose de plus sérieux, puisque ça sait déjà se déplacer dans l'univers relatif avec beaucoup plus de silence, beaucoup plus d'efficacité, d'efficience que la famille numéro 3. Il s'agit bien donc de ceux qui sont rattachés aux sauveurs extraterrestres. C'est là où ça devient très difficile à admettre dans l'analyse si vous ne vous êtes pas intéressé, si vous n'avez pas même aussi compris à travers le logiciel de l'absolu pourquoi il y a la nécessité d'avoir de l'extraterrestre à un moment dans le terrestre. Et pour comprendre le bien fondé de ce concept à l'origine, je vous propose de le saisir du côté de l'absolu. Alors là, tous ceux qui ne connaissent pas du tout le modèle retour vers le soi-je, cette compréhension qu'il y a dans l'interaction entre l'univers métaphysique et physique, l'univers relatif et absolu, etc., vont surmettre dans les choux. Mais c'est pas grave, vous pourrez peut-être prendre connaissance justement de ce modèle. Ah, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant. Après cette vidéo, si l'envie vous en est venue. On fait un récapitulatif très rapide avec ce que nous pouvions imaginer comme démarrage d'une conscience première et primordiale, celle par qui tout arrive, la seule et unique, celle qui va se fragmenter, tout comme dans un processus biologique et chimique qu'on connaît bien, qui est concrétisé dans la matière par ce qu'on appelle la méiose et la mitose, et qui, au vu d'un raisonnement réalisé et simplifié, on va dire, par ce qu'on appelle la conscience ou le champ des consciences et son lecteur, nous amène à la compréhension de la première conscience soi qui engendrait, émanait des soi-je, des soi-je qui se sont divisés en principe masculin et féminin, soi-je, soi-ja, ou soi-je, soi-jo, restons galant. Merci. Et ces soi-ja et soi-jo qui ont eux-mêmes émané les moi-ja et moi-jo que nous sommes ici dans cette aventure terrestre, cet univers relatif. Pour ceux qui connaissent et ont intégré ce raisonnement de l'information primordiale, de ces champs de conscience à l'origine de toute formalisation, que ce soit matérielle ou dans le subtil émotionnel, vous le savez, le résultat de tout ça, pour nous, ce qui nous intéresse actuellement, puisque nous sommes bien empêtrés dans ce monde de cet univers physique relatif, c'est deux domaines qui sont séparés au final, donc deux univers, c'est le domaine du soi-je et le domaine du moi-je. Pour comprendre pourquoi il y aurait des extraterrestres dans le domaine du moi-je, il faut revenir à la source, la causalité de ce pourquoi le monde du moi-je a été créé, et voulu par le soi-je, c'est le fameux délire qu'on a exposé des dizaines de fois à travers des vidéos auparavant, mais on y revient pour comprendre à travers cette architecture et en reposant à chaque fois cette question ultime qui est la seule qui puisse vous ouvrir la compréhension globale, totale, c'est de se dire, puisque l'univers primordial est créé par la conscience primordiale qui est omnisciente et omnipotente, elle ne peut faire que ce qu'il y a de meilleur. Ici, nous sommes dans la partie où on ne le vérifie pas, puisqu'on est dans sa partie du délire, le plus pourri, le plus relatif et le plus limitant. Parce que justement, c'est le but du jeu, c'est justement la causalité de ce qu'on avait déjà exposé largement dans le modèle Retour vers le soi-je. Mais pour en faire un raccourci, une synthèse rapide, vous vous doutez bien qu'on a éliminé par exemple cette idée saugrenue des multivers, qui est une schizophrénie des champs de conscience, qui n'est pas possible du côté de l'absolu, et qui peut être juste délirée dans l'univers relatif, mais elle nous laisse l'idée de quelque chose de très intéressant, qu'il a fait appel non pas de la schizophrénie, mais à de la pluralité, à un éclectisme, à un enrichissement des déclinaisons de différence. Oh là, ça fait beaucoup de mots difficiles. T'as compris quelque chose ? Non. Mais alors,
faut que je reprenne. La phrase, elle est compréhensible, mais on voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Quel est le sujet? Voilà. On va revenir à une chose très simple, c'est une fois que vous avez un corps et donc une conscience et une âme caractérisées, et là faites un effort, pas dans le relatif, mais dans l'absolu, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas des clones et il faut vous différencier. Et donc la conscience primordiale a bien pris soin d'organiser des différences de caractéristiques qui ne vont être aimées que par ceux qui la possèdent, puisqu'on est dans la perfection du modèle, quand on est dans l'absolu. On va prendre un exemple simple et court. Quelqu'un qui est blond aux yeux bleus, pour lui, ce qu'il préfère en forme corporelle, c'est quelqu'un blond aux yeux bleus. Il se rêve pas du tout brun aux yeux noirs, par exemple. Donc il aime sa propre caractéristique. D'où aussi, vous comprenez bien, le genre de problématique qui ne peut exister sur des dualités inutiles ici-bas. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé au moment où ces consciences, ça va faire très bureaucratique et technocrate de le dire comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où ces consciences ont été classées, ont été organisées dans leur propre identité caractéristique? Certaines, là c'est un peu dur à évoquer, mais j'espère que vous arriverez à comprendre pourquoi. Certaines sont plus proches que d'autres. Certaines ont des archétypes, on va dire, esthétiques, ne serait-ce qu'en parlant de ça, qui sont plus similaires. Et d'autres s'en éloignent un peu plus. Et pour que des scénarios puissent se dérouler, que ce soit par l'intérêt de la surprise, que ce soit par l'intérêt du mystérieux, pour respecter ces données qui, elles, sont très gratifiantes et très positives dans les aventures de conscience à travers les univers, le fait que des consciences et donc des formes, des corps exogènes viennent vous surprendre, ça fait partie intégrante d'un processus de qualité. Autrement dit, plus simplement, si vous étiez né sur une île avec 10 personnes et que vous voyez toujours ces 10 personnes, quand vous auriez atteint l'âge de 30 ans chacun, peut-être même avant, le fait qu'une personne arrive sur cette île et qu'il soit différent de vous, je pense que ça vous ferait plaisir. Non ? L'émotion, là, on peut la comprendre. Oui. Voilà. Donc, à un moment, c'est comprendre cette nécessité de pouvoir avoir mis en place une architecture, une structure d'échange qui puisse engendrer le mystère, la surprise et, quelque part, le bonheur, justement. Bon, si vous ne l'avez pas forcément saisi, c'est pas bien grave, mais cette île-là, comprenez-le bien, cet exemple pris sur un petit lieu et un petit nombre, mais c'est le même raisonnement, mais au niveau bien supérieur. Sur cette diapo, par exemple, on comprend bien que chaque individu caractérisé a son propre champ de conscience, il fait partie donc du champ du soi qui est total, mais chaque individu a lui-même sa propre mémoire, que n'a pas celui qui est juste à sa droite ou à sa gauche, etc. Donc chaque individu est bel et bien unique une fois qu'il y a eu cette fragmentation de la conscience primordiale. Ce concept avait été très clair, comme celui d'ailleurs de la division de la même conscience en deux polarités, féminine et masculine. Et nous avions même abordé l'explication de la défragmentation par la fonction spécifique qu'on retrouve par l'architecture animale. On ne reviendra pas là-dessus, on a fait une vidéo spécifique qui l'expliquait en profondeur, dans laquelle nous avions évoqué d'ailleurs la possibilité de la fin du scénario apocalyptique avec le virus qui lui-même est apparenté à une bestiole, mais une bestiole métaphysique, puisque vous ne pouvez pas la constater par vous-même, vous n'avez pas les éléments avec vos yeux, il faut soit des technologies physiques avancées, soit maîtriser le logiciel de la métaphysique. Donc toutes ces actions de ces consciences qui peuvent se retrouver dans tout ce qui est vie animée, tout ce qui bouge, et nous aurons l'occasion d'ailleurs de donner des détails dans la prochaine vidéo qui pourrait sembler bassement pratique et matérielle, puisqu'on va parler de piscine, mais on rentrera sur le détail justement avec un circuit fermé d'eau pour comprendre quelle est cette étincelle de vie, qu'est-ce que c'est qui fait tourner la pompe, etc. On parlera du cœur notamment. Avec cette vue d'ensemble, où on peut prendre conscience de la multiplicité de ce qui se passe dans la possibilité des scénarios joués dans le relatif en bas et dans l'absolu en haut, on se rend bien compte que la richesse du scénario doit faire intervenir ce côté mystérieux, celui qui est externe à soi et celui qui est interne. Quand on est moi-je, la partie mystérieuse à découvrir en interne, c'est bien soi-je, donc cette partie qui est ésotérique mais qui est à la fois métaphysique. Mais si vous restez dans le délire du relatif, il y a la même causalité psychiatrique et émotionnelle. Donc,
dans la suite d'une aventure qui se déroule dans une matrice relative, donc des moi-je. Et là, ça prend la forme de ce qui est non pas ésotérique, mais exotérique à travers l'arrivée d'extraterrestres. Et nous avons fait une représentation artistique de ce concept en imaginant chaque univers originel soit jeu qui dépend d'un seul sur soi, hein, c'est là que ça devenait compliqué, on l'a déjà expliqué mais on essaie de le passer rapidement, former lui-même donc l'entité originelle qui est le champ de conscience primordial. Et là on revient à quelque chose de bien connu, c'est le visage de ce qu'on imagine ici en tant que mortel moi-je, quelqu'un qui est ancien, donc qui a beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'il a une barbe, etc. Et qui contient toute l'intelligence, tout le savoir et toute la connaissance de la conscience première. Voilà, donc ça c'est une allégorie, mais c'est en même temps le plan d'architecture de ce qu'il faut comprendre du champ des consciences d'en haut et d'en bas. Pour bien comprendre, pour ceux qui seraient réfractaires à la compréhension qui est des extraterrestres ici, vous imaginez bien que, puisque ça abonde dans la qualité des scénarios dans les matrices, on n'allait pas s'en priver. Il y a donc bel et bien des extraterrestres. Alors, comme on l'a dit la dernière fois, on peut en avoir certaines traces, en présumer des présences déjà dans le passé de cette planète, bien que ce soit totalement nié. Et comme on le disait la dernière fois, il existe des groupes actuellement dont la conscience est tournée vers cette communication-là. Donc ça veut dire que eux sont prêts, leur souhait, leur désir de résolution passera bien par ça. On a bien d'ailleurs là aussi des identités déjà nommées, révélées sur des gens qui doivent venir et qui sont de tel type, physiquement c'est déjà précisé, etc. Hein. Oui, il y a même des carnets de rendez-vous. Il y aurait même des vaisseaux. Ah oui, mais déjà il y a toute la culture des crop circles qui n'est pas d'aujourd'hui. Que même si c'est pas médiatisé comme les autres familles de résolution, pour beaucoup quand même ces crop circles ont toujours fait parler. Et puis aujourd'hui, il y a des groupes qui voient l'évolution de la planète à travers cette révolution et commencent à dire que on peut nous initier des contacts. C'est en ça que je parlais de carnet de rendez-vous. C'est vrai. Même si on ne sait pas la consistance de ces rendez-vous, on n'a rien vu, rien entendu pour l'instant, mais eux affirment que c'est possible. Alors, il y a même eu de l'archéologie qu'on dit, d'ailleurs, entre guillemets, interdite, qui a parlé de petits gris, etc. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, donc, oui. ça nous permet de ressortir le petit damier de jeu des compréhensions des différentes identités et des différentes évolutions qui ont eu lieu sur des matrices où les moi-je se sont transformés, carrément. On a, par exemple, ceux qui font partie du projet Cyborg, on sait ce que c'est, les OGM, ces organismes génétiquement modifiés. On peut imaginer ce que seraient les petits gris, par exemple, dans cette présentation de véhicules possibles pour un moi-je. On a les mutants. Alors ça a été à la mode à un moment, mais ça l'est plus trop au niveau terrestre là. L'hybride, oui, mais pas le mutant. Voilà. Et on a aussi les hybrides. Donc dans ceux qui nous rendent visite, dites-vous bien qu'ils font partie de ces quatre familles. Nous-mêmes serions hybridés. De longue date de l'hybride. Hybridés. Ça paraît absolument logique puisque fatalement, dès qu'on crée dans l'univers anthropique relatif, il faut bien créer une bestiole qui soit le support du jeu. On est un peu mieux que le singe, mais on voit qu'on a encore des poils quand même. Autant les cheveux c'est chouette, on peut les garder, c'est esthétique, mais souvent les poils c'est pas nécessaire. Ils sont taquins quand même, c'était pour faire une liaison avec des animaux. Vous êtes encore un petit animal. C'était pour qu'on se perde dans le darwinisme peut-être. Et qu'à la fin des temps, certains éléments masculins se disent moi je suis un homme et je le fais voir, je laisse ma barbe. Et c'est vrai que ça on peut le vérifier, c'est quand même culturellement quelque chose qui s'est intensifié. Bon, dans l'histoire ça a été des vagues constantes de mode, de soit on se rase, soit on se rase pas, mais il faut quand même bien corréler le fait que l'homme dans sa perte de masculinité ou dans le fait de vouloir être Dieu le Père puisse épouser certains archétypes. Donc on vous laisse à la réflexion et je pense qu'on est dans une période où ça se manifeste pas mal. Pauvre Gillette. Ça existe encore, on l'a pas fermé cette entreprise? Non, il y a toujours des rasoirs. Oui, mais bon, ils vont pas très bien. Ils sont recyclés peut-être. Pour rattacher au logiciel extraterrestre que la famille 4 attend avec impatience, il faudra aussi préciser pour eux, et c'est pour ça qu'on rentre pas dans les détails, mais il existe plusieurs familles, c'est pas les mêmes qui doivent arriver. Il y en a qui font partie de l'espèce cyborg, il y en a qui sont des OGM, il y en a qui sont des mutants.
Comme tu le faisais remarquer, on pourrait le dire, tous sont hybrides quelque part. Hein. C'est obligatoire d'être un hybride à un moment, hein, de toute façon. Le corps relatif primordial, il n'est pas référencé quelque part comme existant de tel type. Donc fatalement, à chaque fois, c'est toujours de l'hybridation. C'est juste dans la compréhension de l'architecture globale d'un univers relatif, une bestiole qui sert d'avatar, c'est toujours une création et au final, vu la pluralité des concepts, que fatalement, on n'est que dans l'hybridation. Pour vous aider à comprendre ça, d'ailleurs, on pourrait le prendre en parallèle avec... alors, il paraît que c'est interdit de le dire, mais tant pis, on va s'y risquer. C'est dans le Larousse, quand même. Ouais, c'est dans le Larousse encore. On pourrait le comprendre en appréhendant esthétiquement et fonctionnellement les constitutions différentes corporelles de chacun dans ce qu'on appelait les races. C'est-à-dire que on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous faits pareils, et donc ça se voit. Et là, on a des différences physiques qui font que... Voilà. Et c'est déjà au niveau terrestre qu'on est assez différents. Il y a des roses, des bleus, des jaunes, des verts, etc. Donc vous imaginez bien que cette pluralité, cette multiplicité des différences, qui est une richesse des identités, ce serait quand même terrible si on tire le raisonnement à l'inverse. Vous imaginez, on est tous pareils. C'est catastrophique. Donc ces caractéristiques, elles sont bien essentielles à quelque chose de riche, quelque chose d'intéressant dans les interactions entre ces personnes différentes. Donc j'espère qu'on a un peu mieux éclairci la logique du sens extraterrestre, la vraie raison, là aussi, de richesse des scénarios différents qui font les transitions dans les matrices, mais c'est pas forcément obligatoire non plus. C'est, une fois de plus, le libre arbitre, soit d'une communauté, soit d'un égrégore même total et planétaire, qui peut faire cette transition. C'est bien ce qui est dit par ceux qui sont dans cette résolution. C'est qu'elle ne peut arriver que si l'humanité le souhaite. Alors maintenant, on réduit un peu la voilure parce que, comme toute l'humanité les a pas appelés, on dit que le fait que certains puissent intercéder auprès d'eux serait suffisant. Ce serait pas mal, ouais. Mais est-ce que ça suffira ? C'est pas sûr. Pour eux, c'est nettement suffisant. C'est ça qui est intéressant parce que autant la famille 2, si on prend l'Apocalypse de Saint Jean par exemple, on comprend que ne sera pas sauvée toute l'humanité. Hein. Très peu sera... dans chaque famille, il y a un logiciel exclusif. Ouais. Voilà, tandis exclusif. Que dans cette famille-là, la perspective, elle serait inverse. C'est qu'un petit nombre, par le concours des extraterrestres, permettrait le sauvetage de l'humanité entière. C'est pour ça que la dernière fois, on avait évoqué rapidement le fait de dire que la logique voudrait que si l'égrégore n'est pas assez partagé, ces personnes avec leur libre arbitre et qui ne seraient pas assez nombreuses auront quand même leur transition, mais justement eux ils partiront ailleurs, ils iront continuer leur aventure ailleurs. C'est une forme de logique. Voilà, et si ça se trouve vous ne le saurez jamais. Il y a des scénarios très variés qui peuvent faire intervenir ce facteur de transition. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, réfléchissez-y. D'ailleurs, il y a eu déjà des suspicions de disparition bizarres sur cette planète qui pourraient correspondre un peu à ça. Hein. On ne va pas plus loin, mais introspecter bien ou documenter le sujet. Il y a des compréhensions à avoir sur des espèces disparues ici, de corps différents dont on ne trouve pas de descendants. De continuité. Ouais, il n'y a pas de continuité. Là, vous pourrez déjà avoir un élément de compréhension. Certains, peut-être aussi, sont venus et ont laissé leur véhicule ici, on va dire. Mais il y a aussi la solution numéro 2, et tout est possible dans les transitions. On l'a déjà évoqué sur les périodes apocalyptiques de transition entre l'âge de fer et l'âge d'or. C'est bien le grand renouveau qui opère à chaque fois. Et là, donc, les possibilités différentes d'interaction. Et là, je vais réclamer toute votre attention sur peut-être une réflexion que vous mènerez plus tard, sur le fait de bien comprendre le processus qu'ici on peut appeler d'intuitif, que ceux qui se relient à leur soi-je connaissent bien comme leur vraie conscience totale et primordiale. Je précise bien caractérisée, on ne sait jamais. Mais de savoir comment rentrent des extraterrestres, comment interagissent deux matrices relatives avec ces possibilités de transition qui passent par le stade de préparation de cette intuition ici. C'est-à-dire les personnes qui, certains diraient, canalisent ou intuitent cette communication avec un au-delà compris comme extraterrestre, passent factuellement par un voyage de la matrice la plus avancée technologiquement vers celle la moins avancée technologiquement. Ça se comprend. Vous comprenez bien que notre matrice actuelle n'est pas en mesure de concevoir du voyage interstellaire. Donc elle ne peut être qu'en réception de ce logiciel interstellaire.
on a déjà expliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, que nécessairement ces transits interstellaires ne sont, eux, gérés que par le côté métaphysique et absolu, et donnent l'illusion, dans les matrices relatives, d'être gérés par de la technologie de portail. Le fait que le voyage interstellaire n'est pas rendu possible par la distance, et par souci aussi de cohérence de faisabilité, côté absolu, là c'est plus difficile à comprendre, mais on va rester dans la compréhension du relatif. Pour nous, conscience moi-je, dans la physique relative, on peut tout à fait admettre qu'un vortex, qu'un portail puisse s'ouvrir sur ce qu'on peut appeler une dimension différente. Et c'est là justement que le multivers se mélange psychiatriquement au spatial, et c'est là que c'est une confusion. Mais dans les faits, c'est bel et bien un transit, un échange possible qui peut se réaliser à travers ce portail logique. Et là où ça peut devenir très mystérieux, intéressant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dites-vous bien qu'il existe des sociétés secrètes qui, elles, se rattachent à la famille, d'ailleurs, numéro 5, qui sont, pense-t-il, dans l'ésotérique, alors qu'ils sont dans l'exotérique. Ce sont des familles spirituelles, ou pseudo-spirituelles, du coup, dans la vraie compréhension, sont rattachées à des archétypes, à des logiciels de civilisations différentes qui veulent rejoindre, ou en tous les cas qui veulent appeler à travers un portail de communication pour faire ces interéchanges. On va vous laisser aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on vous laisse imaginer quels sont aujourd'hui les dispositifs logiques qui permettraient de mettre en œuvre, dans l'action réelle, technologique, ce genre de portail. En gros, qu'est-ce qui ferait ouvrir un portail dans un scénario possible? Il y a pas mal d'éléments qui existent déjà pour ça. Et ils se rattachent souvent à de la technologie de recherche fondamentale. Par exemple, est-ce qu'on va rechercher ce qu'on a appelé d'ailleurs la particule de Dieu, etc. Et on construit des choses énormes. Alors qu'est-ce que ça va faire, cette chose-là? C'est bien la métaphysique et l'absolu qui le gèrent, si vous avez bien compris le fonctionnement total de tout ça. Ce qui nous donnerait, au final, la possibilité d'une incursion de quelque chose d'extraordinaire, mais comme ça n'est pas dans un égrégore du libre arbitre total, quelque chose qui n'est pas représentatif, par contre c'est quelque chose qui peut avoir lieu pour une certaine catégorie de personnes. On a parlé la dernière fois de ceux qui construisent des fusées, qui veulent s'extraire ou qui ont des informations parce que quelque chose est dangereux peut-être pour eux et ils veulent se sauver momentanément. Mais il y a une autre famille aussi qui veut rejoindre la sienne pour la suite de l'aventure et qui a mis des budgets énormes aussi. On revient aux éléments économiques. Quand vous avez sur des projets beaucoup d'argent investi, il faut bien se dire que derrière, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que certains se sont bien vertueux à se bouger depuis X années. Oui, oui. Comme on l'a dit la dernière fois, si on est en recherche de factuel, et c'est bien de s'en tenir toujours au factuel, c'est se demander comment la constitution de ces budgets-là sont possibles à l'échelle d'une personne. Il y avait bien des décideurs. Donc il y a bien des volontés, soit d'un collectif caché, soit si c'est d'une personne, de se demander comment le collectif a pu permettre qu'une personne soit détenteur et propriétaire de tel budget. On peut même, quelquefois, être étonné de voir ce logiciel. Je prends pour exemple le CERN avec la statue de Shiva. Oui, complètement. Bon, mais alors là, vous pouvez vous poser la question, mais que fait cette représentation de Shiva au cœur du processus, c'est-à-dire au cœur de la cour du CERN? Bon, on vous laisse... Dans un milieu scientifique et occidental. Voilà, et occidental. Qui exècre en général parce tout ce genre de choses. On serait en Asie, après tout, pourquoi pas, mais le CERN, c'est en Occident et c'est milieu scientifique. Mais au passage, il faut préciser que c'est un financement mondial. Hein, oui. Ça nous ouvre un petit peu... Comme quoi les influences, pour l'avenir, on nous en donne quelques indications concrètes. Alors, puisque nous avons ouvert la parenthèse de Shiva, avant de la refermer, il faut quand même dire que certains archétypes très puissants sont utilisés, on va le voir, sur des projets tout à fait de la physique presque métaphysique, qui nous ouvriraient des horizons de la physique nucléaire inconnue, jusqu'à de la métaphysique spirituelle, très ancrée justement sur la famille numéro 5, c'est-à-dire les co-créateurs. Dans les co-créateurs qui s'expriment, en ce moment, on récapitule. Dans la famille de la métaphysique extraterrestre, donc le co-créateur relatif, lui, il se leurre dans la matrice en pensant qu'il peut créer un monde absolu, et donc un monde métaphysique, et un monde omniscient, omnipotent, ici même dans le relatif, avec les lois du relatif. Et cette famille-là s'appuie de concepts spirituels divins,
de nos archétypes religieux. Le shivaïsme, par exemple, donc, dans le panthéon de l'hindouisme. Il est récupéré dans la famille qu'on ne comprend pas bien de la résolution technologique qui ne l'est pas forcément, par exemple, au CERN. Mais il est aussi utilisé dans la famille 5 d'éco-créateurs relatifs qui, eux, et c'est peut-être encore plus déviant, le présentent comme une transcendance où on devient gaz. Alors que si vous comprenez les origines du concept du shivaïsme qui se rattache dans notre culture à Dionysos, qui se rattache à une compréhension justement des polarités opposées, qui a été formalisée, on ne peut plus clairement avec le lingam et la yoni. C'est clair que c'est polarisé, c'est sexualisé, et là eux ils en font quelque chose de nihiliste. Là, on est à 100 lieues de l'enseignement originel qui, lui, est vraiment basé sur la connaissance de l'absolu, sur la gnose. Donc, vous voyez le grand écart auquel peut servir un archétype, que ce soit dans l'ultramatérialisme et dans la compréhension de la physique relative, jusqu'aux ultra-nihilistes, qu'on nomme ici pour rigoler, mais gentiment namasté, pour dire que c'est grâce à cet archétype qu'on n'arrive à rien. En fait, c'est une famille qui manque, bizarrement, qui manque de relativité. C'est-à-dire que c'est une famille qui a une connaissance ou en tout cas une appétence pour les lois universelles, certains savoirs ancestraux, mais qui le cultive dans la magie tout en ne prenant qu'une partie de la compréhension qui fait le merveilleux quelque part. Parce que j'ai compris ça, je vais pouvoir m'extraire de ce monde et vivre dans ce monde mais dans mon monde. Il y a une forme de schizophrénie, l'application de ce qu'ils ont compris est contraire à la compréhension au fond même du savoir qu'ils exploitent. Tout est inversé là. Ouais, eux ont la conscience qu'on n'est pas que des êtres physiques, que la spiritualité va au-delà du corps, va au-delà du corps, qu'on entend souvent l'esprit domine la matière, etc., etc. Pas ici, ouais. Sauf c'est un que problème. Dans l'absolu, oui, mais ici non. Voilà, ici on est dans un monde relatif, et je pense que c'est parce que justement, ce qui manque, c'est ce pont entre les deux mondes. Comment ces deux mondes interagissent et à un moment donné avoir l'humilité de se rendre compte, de percevoir que tant qu'on est dans le relatif, on n'est pas un être absolu. Et toute la clé, c'est pas de jouer à l'être absolu ici, c'est de le devenir par le projet et la construction de ce projet que l'on a. Et ça, dans le cadre d'un quotidien, c'est beaucoup moins magique. C'est aussi peut-être ce qui a pu perdre certaines civilisations, cet attrait de la magie, cet être relatif qu'on augmenterait par ces savoirs qui seraient efficients en totalité ici. Ce ne sera jamais le cas. L'absolu sera jamais ici. Pour survivre, on ne peut que nier l'aspect dualité qu'il y a ici, puisque ce qui est distillé, ce sont des règles absolues qui ne vivront jamais ici. Donc pour les faire vivre, il faut nier la dualité qui est ici. Mais eux se servent de ce paradoxe pour fasciner leurs ouailles, on va dire. Bah donc, oui, complètement. Donc ça fonctionne. Alors ce paradoxe, il est total, parce qu'imaginez bien, il faut quand même étayer nos propos. Si vous comprenez par rapport à l'absolu ce qu'est par exemple Shiva, on est vraiment dans l'explication, tout comme dans l'Égypte, de tous ces archétypes primordiaux qui font comprendre les polarités. La vraie résolution, le sens de la non-dualité, mais du respect des polarités inverses. Et là, c'est une négation totale de la compréhension intelligente de cet archétype, puisqu'ils vont vous expliquer leur idéologie par de l'androgynie, par exemple. Par exemple. Voilà. On est à l'inverse de l'enseignement qui est donné dans ces archétypes primordiaux. Le masculin et le féminin qu'on retrouve, lui, bel et bien dans l'absolu. Dans ces inversions de valeurs, dans ce paradoxe total où baigne la 5e famille des co-créateurs relatifs, il y a même l'incompréhension du support du jeu. C'est-à-dire que la planète devient la terre-mère, comme si on était né de la Terre. Oui, alors que c'est une terre d'incarnation, tout simplement. Et puis c'est notre 3D de jeu, c'est-à-dire qu'il fallait un terrain de jeu. Bien sûr. Donc c'est plutôt l'homme qui crée la Terre. Dans l'absolu, vous comprendrez que c'est pas l'inverse, on n'est pas né du... Ça sinon c'est du néo-darwinisme, une fois de plus. Oui, puis la Terre, comme tu dis, c'est le terrain de jeu. Elle a sa propre dualité, elle a ses cycles, elle a ses ressources limitées. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la respecter, c'est pas non, ce que je veux dire. Elle est contrainte parce que c'est la règle du jeu. Pareil, dans le shivaïsme, les cycles, par exemple, sont très importants. La compréhension des cycles est importante, et ça aussi, c'est nié. C'est plus précise, ouais. Le temps... le petit temps, le grand temps, voilà. etc. Et les co-créateurs, pour eux, le temps n'existe pas. Tout comme
On n'est pas un être matériel, alors qu'on est un être matériel avant tout. Surtout là. C'est le propre de l'incarnation que de s'être matérialisé et d'accepter cette contrainte telle que physique, le corps nous l'impose ici, par exemple. Et tel que le jeu d'ailleurs est prévu pour, puisque c'est le but du jeu. Mais alors ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que quand on prend toutes ces cultures, que ce soit la Pachamama, Gaïa, donc la terre-mère, la terre nourricière, etc., qui collent bien d'ailleurs à ce qui est le jeu, c'est-à-dire ici on est bien dépendant de l'environnement, mais dans la source première de compréhension, la vie, le subtil ne naît pas de la matière, c'est l'inverse, on y revient une fois de plus, c'est bien de l'idée et du subtil, du néant que naît la matière. Mais ça, c'est le primordial du côté de l'absolu. Mais sur Terre, ça va se manifester par des incohérences dans le milieu des co-créateurs relatifs, par exemple, ceux qui font des retours à la nature et qui, voulant respecter la Pachamama, etc., vont faire des bêtises énormes. Par exemple, certains, ils sont contre l'électricité, alors que dans le logiciel de demain, ici, c'est bien l'électricité qui doit s'imposer. Il n'y a que ça. Il y en a certains, par exemple, qui trouvent magnifique d'aller démarrer leur tronçonneuse, d'aller pour couper du bois, quoi. Bon, bah, vous voyez bien, c'est un monde d'incohérence. La famille des co-créateurs relatifs, en fait, c'est celle qui est la plus perdue dans un maelstrom d'incompréhension de l'absolu. En fait, ils se débattent dans le relatif avec des idéologies, des fantasmes de l'absolu, quoi. En tous les cas, factuellement, ce qu'on peut voir aussi, c'est le jeu d'alliance et de mésalliance qu'il y a dans cette famille, qui n'a rien à envier à la famille numéro 2, par exemple. Oui. On parle des guerres de religion, mais là, il y a des guerres de co-créateurs de la même façon. Quand on est sur l'amour absolu, l'acceptation, le libre arbitre, ça fait beaucoup de grands mots pour quelque chose qui n'est pas plus évolué qu'une guerre de religion, quelque part. Et si chaque moi-je avait assez d'expérience sur la psychologie des comportements, qui arriverait à classer très rapidement un comportement égotique déviant et spirituel. Parce que ça se voit, on le comprend à travers que ce soit la manière de vivre ou à travers le discours même. Et souvent, on s'aperçoit que des personnes qui sont à mal de trouver cette spiritualité qui pour eux est sûrement sincère, vont s'agglutiner autour de gourous qui sont le concept fondamental opposé, qui sont vraiment des gros égos spirituels terriblement parasites. Bon, ils le voient pas, ils se font parasiter par ces gourous. Ils le voient au bout d'un moment. Voilà, après, quelquefois c'est un peu trop tard. Mais... Après, ça fait partie de l'expérience. Exactement. Ça veut dire qu'on ne s'est pas encore trouvé. Ben, c'est le vaccin. Voilà. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, on voit des scores augmenter, mais alors terriblement sur des vidéos sur YouTube de personnes, dans le nom d'ailleurs où il y a gourou, c'est ça qui est rigolo, bon triste ou pas, après chacun voit, qui vont vous expliquer en se revendiquant des racines archétypales de l'hindouisme, du bouddhisme, et qui vont vous conduire au final, non pas sur de la compréhension gnostique, mais sur du nihilisme. Je prends juste un exemple. J'écoutais, il y a quelques semaines de ça, un discours sur la compréhension de la sexualité par ces personnes qui sont des nihilistes en fait. Et pour eux, la transcendance totale, c'est de se fondre de un dans tout et le tout est un. Vous êtes complètement dissocié de votre caractéristique corporelle, donc de vos goûts, de ce qui vous compose. Et là, vous avez l'orgasme absolu. J'aimerais bien qu'ils le filment et qu'ils nous le fassent voir pour voir si c'est vrai. Parce que si tu compares entre le vrai orgasme masculin-féminin, même ici, dans nos pauvres corps du relatif, alors imaginez ce que c'est dans l'absolu, trouver quelque chose qui soit supérieur à ça, même ici, dans nos pauvres corps de moi-je veux vraiment voir. Alors après, on aura sûrement le subterfuge de la fascination totale de dire, mais ça ne peut pas se filmer puisque ça ne transparaît pas à l'extérieur. Ça ne peut pas s'exprimer extérieurement, c'est subtilement enfoui. Et là, posez-vous vraiment la question, si vous arrivez à y croire, est-ce que dans les fondements de la logique émotionnelle, quelque chose doit être caché ou est-ce que ça doit être vu? Autrement dit, si un jour vous allez visiter un superbe musée d'art, est-ce qu'on va prendre soin de mettre des draps sur les tableaux? Posez-vous la question, c'est quelque chose de fondamental à explorer parce que ça fait partie de l'art premier de ce qui se passe dans l'absolu. Alors ce que je viens de dire peut paraître mystérieux aussi, ça ne veut pas dire non plus, puisque dans les déviances des concepts récupérés, surtout par cette famille des co-créateurs, la partouze des corps, c'est que ici, on peut dire que dans l'absolu, ça n'a rien à voir. Justement, là, ça toucherait un domaine qui nous échappe un peu ici, qui n'est purement que énergétique. Mais dans l'art de la fusion caractérisée de sa polarité inversée, donc mâle-femelle, on reste dans quelque chose d'un équilibre et d'une harmonie parfaite.
De toute façon, dans cette famille-là, on voit qu'il y a toujours une capacité extraordinaire qui anime la personne qui a le savoir. Il y a 4 ou 5 ans, il y avait tout ce Graal, entre guillemets, autour de la montée de Kundalini. Alors si vous n'aviez pas eu la montée de Kundalini, autant vous dire que vous étiez au ras du sol et qu'en termes de spiritualité, quelle que soit votre vie, vos qualités, votre relationnel à l'autre, etc., vous étiez à zéro, la tête à toto, parce que pas la montée de Kundalini, ce qui veut dire que énormément de gens ont eu des montées de Kundalini avec la méthodologie qui va avec. Tout seul en plus, tout seul. Voilà, c'était là on est beaucoup sur la canalisation, c'est-à-dire que vous faites le 36-15 au-delà, vous êtes connecté à l'astral, il vous parle, c'est mieux que les traductions dans les séances internationales, c'est n'importe quand, quelle que soit la question, ils ont réponse à tout et vous êtes leur canal favori, c'est du direct. À travers ce que tu dis, ça me fait penser qu'on pourrait appeler ça vraiment, si on le compare justement à la sexualité, puisque tu parles de Kundalini, ils font vraiment de la masturbation spirituelle. Ah oui, mais c'est ça. Mais je pense qu'on peut s'auto-convaincre de plein de choses. Et tout seul en plus, voilà. C'est ça qui est terrible. Moi, j'ai vu des personnes qui peuvent vous dire se connecter à X et X guides et les maîtres ascensionnés. Voilà. Donc, se dire, on se connecte à une communauté. Vous dire à vous, faites attention quand même de ne pas vous connecter à n'importe qui. Le mieux, c'est de vous connecter à votre soi. Mais moi, je peux me connecter à tout le reste. On n'a pas précisé ce que c'était du coup dans ces milieux-là, le soi. Hein. C'est terrible ça. Voilà, bon, maintenant, il y a l'orgasme absolu. Ça va être la prochaine étape d'une spiritualité bien ordonnée. Voilà. Mais tu remarqueras, là aussi, il y a des indices quand même. La posture, on correspond à des archétypes vestimentaires, la barbe, etc. De nouveau, quand on peut imaginer quand même ce qui se passe du côté de l'absolu sur la Kundalini, justement, puisqu'on parle de ce concept, en général, je ne sais pas comment on pourra en parler, barbu et seul sur une scène, par exemple. c'est pieds nus. Oui, pieds nus, voilà. Pieds nus. Bon. Introspecter tout ça, c'est vrai que là, après, il faut voir qu'est-ce que ça apporte au final. Voilà, on ne peut pas dérouler jusqu'au bout une certaine idéologie de l'utopie, puisque c'est à chacun de la trouver. Mais il faut bien comprendre votre profond désir personnel de vous transcender. Où est-ce que vous le placez, c'est-à-dire dans quel but, dans quel objectif, et quel serait le résultat idéal pour vous. Oui, puis moi je dirais que le projet, ce vers quoi on doit aller, il nous correspond. C'est pas le projet d'une famille. Oui. C'est comme si on vous dit, bon mais je t'offre 15 jours de vacances, tu veux aller où? On va pas tous aller au même endroit. Il y en a qui aiment la montagne, il y en a qui aiment la mer. Au final, ces co-créateurs, ils nous apprennent quoi? Ils nous mènent où? Très souvent, c'est beaucoup de discours sur l'ascension de la Terre et ce vers quoi on va, alors peut-être ci ou peut-être ça. Ou à titre personnel, toujours les mêmes principes, les affirmations qu'on se doit, nous, de vérifier. Alors, c'est sûr qu'à force de vous dire tu seras spirituel si il t'arrive ça, il se passe ça, etc., ça arrive. Là où ça manque d'honnêteté, c'est quand même quand ça utilise des archétypes qui existent justement pour la vraie transcendance, comme par exemple on a parlé de Shiva, quoi. Oui, mais ça c'est problématique. C'est ce qui rend la chose véridique aux yeux de certains. Il y a des vérités qui sont détournées, toutes les familles l'utilisent, ça. La gnose, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le travail de l'alchimiste, il se fait pas en collectif. Voilà, alors il y a de tout là. Dans la 5e famille, il y a aussi des espèces de co-créateurs qui utilisent de l'alchimie. Il y a les nouveaux alchimistes. Les nouveaux alchimistes. Le seul chemin qui se fait seul, c'est celui de l'absolu. Alors du coup, ça devient beaucoup moins attractif. Plus difficile, hein. Bah oui. Comme dirait l'autre, pas évident, hein. Non. Allez, on va terminer puisque je vois que le temps de cerveau disponible commence à se tarir. Et nous allons écourter cette deuxième partie avec toujours ces objets de réflexion qui vous permettent ou pas de vous transcender sur cette compréhension entre le relatif et l'absolu. Tu parlais tout à l'heure de Kundalini. Ce qui est très drôle, c'est que le bâton d'Hermès, qui représente factuellement et symboliquement cet enchevêtrement de deux énergies qui montent le long d'un axe, que nous avons largement abordé dans d'autres vidéos de compréhension, qui est justement cette alchimie à faire entre le masculin et le féminin, va coller tout à fait à l'objet de réflexion que nous avons introduit lors de la première partie de cette vidéo, avec ce fameux Bastet. Bastet, le chat, qui voit arriver cette chevelure, cette comète, cette queue inconnue, menaçante de son éradication.
Et là, vous comprendrez à travers les symboliques de l'enchevêtrement des deux serpents, qu'on retrouve bien dans ce bâton d'Hermès qui fait la résolution, lui, puisque s'il est tout à fait complet, il nous présente une paire d'ailes en haut de la représentation. Oui. Nous vous laisserons donc à analyser cette suite de diapos dont l'affichette de la vidéo donne presque la résolution de l'énigme que nous avions posée la première fois. C'était de se demander, d'ailleurs là c'est rigolo puisque c'est lui qui se regarde sur la première partie, donc c'est une compréhension aussi à avoir. Et comme dans la création du relatif, le créateur a laissé des éléments à comprendre à travers des éléments fragmentés de nos consciences. On a parlé de la forme-fonction, la fonction de la forme. Et si vous êtes très observateur et que vous aimez bien les animaux, vous aurez peut-être, en étudiant très longuement les attitudes, le comportement, la fonction d'un chat, ce que les Égyptiens avaient très bien déterminé aussi à travers ce basse-tête qui va couper Apophis, il ne vous aura pas échappé que la partie arrière du chat vient exprimer un concept qu'on pourrait généraliser à toute la différence entre les espèces animales et l'homme. Et là je te pose une question, ton coccyx il est bien à l'intérieur de ton corps, tu l'as pas à l'extérieur? Non, toi. Moi je l'ai pas à l'extérieur. Voilà. Je pense que pour la plupart des personnes non ça plus. Se passe comme ça. Et dans la partie animale, on peut le dire, cette partie qui est la queue est un vrai baromètre de l'émotion. Pour un chien, d'ailleurs, ça s'exprime pas du tout pareil que pour un chat. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est pour ça que normalement, ils se comprennent pas très bien. Oui. Mais si vous étudiez le comportement de la queue du chat, vous y verrez des similitudes extraordinaires avec le comportement du serpent. Et ce qui est très drôle, est-ce que c'est un hasard aussi de l'évolution ou est-ce que c'est la création qui nous le laisse à comprendre? Ce qui est assez étonnant, c'est que vous remarquerez que le lion a une pupille ronde, alors que le chat a une pupille en amande. Ce qui nous rappelle que très peu d'espèces ont ce type de pupille. Dont, chez les serpents, une espèce qui est plutôt dangereuse, qu'on appelle la vipère. Soit dit en passant, cet organe est dédié à la vision nocturne, pour avoir beaucoup plus d'efficacité. Ce qui nous permet au passage de dire aussi qu'il existe dans la famille canine un animal qui a les yeux de ce type-là. Et comme on a très rarement l'occasion de le croiser, on ne le sait pas trop, mais c'est le renard. Voilà. Bon, ça c'est juste pour étoffer une compréhension sur d'autres comportements liés à des idées qu'on peut y rattacher. Mais là, on va rester sur la queue du chat. Comprenez bien que, c'est assez rigolo, si vous avez déjà eu un chaton, vous avez remarqué qu'il y a eu une dissociation corporelle totale quand il est petit. Il ne comprend pas quel est ce machin qui bouge derrière lui. Il ne comprend pas que c'est lui, que ça fait partie de lui. Et alors ce qui est rigolo, c'est que plus il va s'énerver, plus il va tourner en rond pour essayer d'attraper sa queue, et comme cette queue est le baromètre de son énervement, elle va bouger encore plus. Et on rentre dans un cercle infernal de l'émotionnel et de la pensée qui crée son propre emballement et sa propre incompréhension et son propre énervement. Donc ce que nous essayons d'expliquer à travers ça, c'est que dans la symbolique du chat qui doit être en compréhension de sa totalité, il doit bien y avoir cette introspection totale, et ça évidemment c'est ce que chaque conscience humaine doit réaliser. C'est la difficulté à comprendre quelle est la part de nous qui a vraiment voulu jouer ce rôle énervant, puisqu'on peut le dire, au final c'est énervant ce qu'on fait ici. On en a ras le bol, on est très énervé souvent. Et c'est pas en s'énervant encore plus qu'on va résoudre l'équation pour sa compréhension. Reprenez bien ce raisonnement avec la photo de l'affichette de la première vidéo. Ce que le chat voit arriver sous les traits de ce qu'on appelle Apophis, ce que les Égyptiens avaient bien formalisé, ce fameux serpent qui prend le sens du temps, le sens de la compréhension de ce qui est souple, qui se meut dans l'espace, mais qui peut être aussi dangereux. Et qui représente à lui tout seul un mystère. Quand on ne fait pas la corrélation entre son origine et son arrivée, on peut largement tomber dans la fascination de l'incompréhension de la famille 5. Tout à fait. Alors qu'il y a une cohérence très intelligente et très rationnelle à se dire que si on a mis en symbolique et en forme cette compréhension, c'est qu'il y a bien un message clair à en tirer. Donc, comme toujours, nous n'avons pas décortiqué ce message, nous avons donné juste
une surface d'explication de cette symbolique, mais si vous, et c'est là que c'est l'intérêt de la chose, c'est d'aller soi-même au fond du raisonnement, vous comprendrez que pour la fin des temps, c'est un exercice déterminant à réaliser sur soi-même, ce genre de compréhension. Et cette légende donc de Bastet et d'Apophis, on n'ira pas plus loin, mais on peut quand même semer peut-être une dernière graine, cette fois-ci non pas sur la compréhension ésotérique, mais sur la chronologie de la fin des temps. Il se peut qu'elle se manifeste aussi dans notre réalité physique et planétaire. Oui. Cette allégorie. Voilà. C'est dit, réfléchissez surtout à une chose, puisque le chronologique, c'est pas grave, comme on dit, on est encore dans les clous, on est dans les temps. Tout à fait. Mais concernant l'introspection et sur l'attitude de Bastet qui doit comprendre ce qui arrive en tant qu'Apophis, là par contre, ça c'est sûr, il faut s'y pencher dessus. Il faut y aller à fond. Ouais. Bonne réflexion à tous. Voilà. N'hésitez pas à creuser toujours évidemment votre libre arbitre et votre utopie. La prochaine vidéo, ne la ratez pas parce que elle va paraître totalement décalée. Voilà, c'est décalé. Genre comment entretenir sa piscine parce que j'en ai marre, moi j'ai mis du chlore et tout, ça pue et en plus elle est toute verte et puis elle est trouble. Nous allons faire justement, mais tout comme avec l'histoire du chat et du serpent et de cette parabole des Égyptiens, on va faire un petit peu la même compréhension sur quelque chose d'assez essentiel à comprendre sur notre mécanique de vie et qui est projeté en parabole sur le fonctionnement d'une piscine. Donc de l'eau qui circule, de l'équilibre de l'eau à tenir dans une structure fermée. Voilà, nous vous laissons introspecter tous ces concepts et à bientôt. Au revoir. Au revoir.